Kaohanui et Hoahirema, on poursuit avec une rencontre sur les thèmes qui ont marqué le FIFO. On se penchera sur les marquises aujourd'hui. Les invités seront Deborah Kimitete, Heretu Tetahiotupa, Pascal Erel et Kahu Keiha. Cette rencontre sera modérée par Edgar Tetahiotupa, avec qui je laisse la parole. E piha vai au, e tamahe e a vai au, e tahe au mehe vai, e tahe au mehe vai, ka ohanui tato I te aweti nei tenei a. Ça c'est un nau de notre clan en fait qui est Uavai, qui se trouve à Motopu sur l'île de Tahuata. Mais Fatou y va aussi, puisqu'on a de la famille un peu partout. Ko tau nui, ia o tau te tia mai tēnei a, han mai ka ono te ao, te maaka o tēnei tau tūna I kei tūto, I no te ao te whenua e nāta, ma o tō tau ata ta ato I mea I patoko, ako e tau ata ato I kavi I. Merci à vous d'être présents aujourd'hui pour écouter les sentiments, mais aussi la réflexion des gens des marquises. Donc vous avez un panel de gens des marquises qui vont donc faire vibrer la voix des marquises, mais aussi à travers ces personnes, la voix des ancêtres, puisque nous sommes connectés à nos ancêtres, puisque nous avons tous une généalogie, et lorsque nous parlons, nous faisons parler, et notamment notre histoire, mais à travers nous la voix des ancêtres. Merci à Deborah d'être présent, merci à Ayana Oteani, Kahu, Titahi, Pascal. Chacun va se présenter et on m'a demandé d'animer cette soirée, en tout cas d'être modérateur pour les 20 ans du FIFO. C'est un bel âge, 20 ans. Voilà. On a toute la vigueur et l'envie de faire bouger les choses. Bon, on espérera qu'après les 20 ans, il y aura beaucoup de choses qui vont se déclencher, en tout cas suite à ce FIFO. Mais c'est aussi un honneur pour les marquises d'être ici, présents. D'autant plus que nous avons eu 3 prix et c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons ces prix. Donc, il faut le dire. Je laisse la parole à Deborah qui va se présenter et ensuite on essaiera d'avancer dans notre discussion. Je m'appelle Deborah Kimitete. Que dire d'autre? Pendant des années, en fait, et depuis toujours, je suis dans une association qui s'appelle Tehina au Motuhaka, qui est donc l'association culturelle fédérée à Motuhaka. Donc, dans chaque île, il y a une association culturelle, et aujourd'hui, Motuhaka est une fédération des associations culturelles de toutes les îles. Voilà, pour le début, on va s'arrêter là. Je passe la parole à Teta. Heretu. Kahanui, je m'appelle Heretu Tetahiotupa, je suis artiste et réalisateur. C'est tout, Heretu? Ok. Kahanui, je m'appelle Kahu Keiha, je suis plutôt danseur, acteur et réalisateur et scénariste, et je passe la parole à Pascal. Bon, c'est moi qui vais être le plus long. Je suis le plus long parce que je suis le plus lent. C'est pour ça. Alors moi, je suis Pascal. Je suis originaire de Wopo. Et ce qui m'amène ici au FIFO cette année, c'est parce que je suis l'auteur du film Motuhaka. Voilà, le co-auteur du film avec Reynald. Voilà. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Hein. Et donc, on va essayer de mener une discussion avec nos invités sur le FIFO et notamment l'impact du FIFO pendant les 20 années
surtout aux marquises. Est-ce qu'il y a eu une conscience après avoir vu les films du FIFO aux marquises d'une manière générale? Comment s'est manifestée cette prise de conscience des gens, et si à un moment donné vous pouvez parler de votre parcours, parce qu'il y a quand même des parcours qui sont très très intéressants à découvrir, notamment avec les personnages qui sont ici, mais aussi la participation de ces mêmes personnes à la réalisation, de près ou de loin, mais en tout cas il y a une participation de ces personnes. Comment est-ce que ces personnes se sont intégrées dans l'équipe? Comment est-ce que les équipes les ont reçus? Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qui veut commencer d'abord? Alors, par rapport à ta première question sur l'impact du FIFO aux marquises, nous on avait la chance à Nukuhiva d'avoir une petite salle de cinéma. Donc il y avait 60 sièges et on a pu donc visionner effectivement pas tous les films du FIFO, mais les films sélectionnés par l'équipe du FIFO. Et non seulement c'était ouvert au public le soir, mais pendant 3 jours, par exemple, c'était ouvert aux scolaires. Donc il y a beaucoup de collégiens qui ont pu voir tous ces films. Il y avait les prix du jury, voilà, le prix du FIFO. Et c'est vrai que ça a été quand même une fenêtre un peu ouverte sur le monde océanien. Je pense que ça a fait aussi beaucoup réfléchir nos collèges. Je ne sais pas ce que tu en penses, Heritou, si tu avais vu, donc, quand tu étais au collège, quelques films du FIFO. Maintenant que tu en parles, ouais, j'ai des souvenirs qui reviennent d'avoir vu des films. Je pense que ça a inspiré, je pense que ça a inspiré beaucoup de gens de voir qu'on on peut faire des films en Polynésie. Surtout qu'aux Marquises, on est assez éloigné de l'activité culturelle qu'il peut y avoir ici sur Tahiti. Et donc c'est vrai que ce FIFO hors les murs, ça nous donnait accès aussi à ça. Ah, pour moi, l'impact du FIFO, c'est un peu compliqué parce que c'est mon tout premier FIFO. Bon, en tant que Marquisien, moi j'ai un peu vécu dans la montagne, loin de tout le monde, et c'était un peu difficile pour moi d'avoir accès à ces médias, mais les souvenirs que j'ai du FIFO, c'est beaucoup d'histoires. Et ce que je me souviens du FIFO quand j'étais petit, c'était voir des peuples indigènes à la télé. C'était quelque chose de très qui avait un impact sur ma vie. C'était de voir que il y a des histoires qui se disent dans le monde de l'Océanie qui parlent du peuple indigène. Et pour moi, je me disais qu'en fait, que le monde où j'étais, quand j'habitais dans la montagne, c'était pas aussi différent que le monde d'ailleurs, quoi. Dans les autres îles de l'Océanie, c'était la même chose. Et c'était pour moi une façon de m'accepter et de me dire que je suis pas tout seul à vivre cette vie. Voilà. Alors moi, le FIFO, je l'ai connu à travers un premier film en 2008 qui retraçait mon histoire et celle de mon petit frère. C'était un portrait croisé entre nous deux et qui donne lieu et place à une belle archive familiale. Donc pour ça, on a tous été, au sein de la famille, tous été très contents d'avoir, à un temps donné, voilà, pu arrêter un petit peu le temps. Donc le FIFO pour moi c'est d'abord ça. Alors c'est 2008, c'est un petit peu tard par rapport à sa naissance. Et puis ensuite ça a été le FIFO hors les murs, bien évidemment, parce que je l'ai vécu aussi en tant que guide à Ranui, puisqu'on a acheminé souvent les films à travers toutes les îles des Marquises aussi via ce biais. Et puis le fait de les passer aussi à bord régulièrement. Donc c'est voilà, très concrètement pour moi c'est ça. Le monde même de l'audiovisuel, je le connais pas. Je le connais pas du tout. Ou très peu. C'est-à-dire que mon activité de guide et de fixeur m'a amené à prendre du temps avec des réalisateurs également sur l'ensemble de la Polynésie, la Grande Polynésie, l'Océanie. Mais mis à part ça, je suis pas trop au fait. Alors ça a été une chance pour moi
dans ces dernières années, puisque maintenant je vis un peu plus sur Tahiti, de pouvoir prendre du temps durant ce festival et d'aller à la rencontre de ces personnes et d'échanger, partager et d'essayer de comprendre. Voilà. Et j'ai pas fini de comprendre. Est-ce que vous avez eu des réactions des gens aux marquises à propos? Est-ce que vous avez pu recueillir des sentiments de ces personnes? Ça a été positif, pas positif, c'était bien, pas bien, il fallait continuer ou pas, il fallait arrêter, voilà. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que quand Heretou et Christophe Cordier ont réalisé le film Patutiki, nous avons été très fiers en fait d'avoir été les premiers à le visionner. Ils se sont fait un point d'honneur d'aller dans toutes les vallées de toutes les îles pour le montrer aux Marquisiens avant qu'ils soient au FIFO. Et pour nous, ça a été vraiment une belle aventure, une belle récompense. On était fiers de ce film. Avant même qu'il ait un prix, nous, on était déjà fiers de ce film. Est-ce que tu peux préciser Heretou? Parce qu'un film, bon, ça n'est pas comme ça. On se réveille le matin, on se dit, j'ai envie de faire un film. C'est quand même quelque chose qui a été mûrement réfléchi, avec toute la démarche, ce qui a été mis en place et tout. Voilà. C'était un long travail, hein, pour Patutiki en l'occurrence. J'ai passé 2 ans et demi dessus. Et ça a commencé avec la volonté de raconter une histoire. C'était vraiment... Il y avait quelque chose à raconter sur le tatouage marquisien et le documentaire était le support idéal. Et je pense, juste pour revenir par rapport à la première question tout à l'heure, c'est que le FIFO, en fait cette fenêtre, et comme dit Kahou, le fait de voir des indigènes, ça inspire vachement. En tout cas moi, ça m'a beaucoup inspiré. Et on a fait ce documentaire dans l'objectif de le diffuser en avant-première aux Marquisiens, mais au niveau des festivals, on voulait que ça sorte pour le FIFO. C'était notre objectif. Donc ça devient un objectif, une direction. Comment dire, et puis ça donne des ambitions aussi. Et je pense que c'est les choses qui sont les plus puissantes, c'est réussir à inspirer les gens, c'est ce qui va les pousser à agir par la suite. Et donc c'est la force de cet événement. Après, c'est vrai que moi j'ai pas assisté à beaucoup de projections du FIFO aux Marquises, mais je sais qu'il y en a eu pas mal. Et les gens qui ont participé étaient très contents d'avoir accès à ça. Est-ce que tu peux préciser pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers l'audiovisuel? Parce que tu as fait beaucoup de choses quand même. Tu as dessiné, tu joues de la musique, tu fais plein de choses. Et pourquoi l'audiovisuel? Pour moi, c'est l'art total, en fait. Enfin, t'as beaucoup de dimensions artistiques dedans. T'as le graphisme, le visuel. Il y a tout l'aspect de la composition, les couleurs. Mais c'est comme un tableau, mais en mouvement. Et puis dans ce mouvement, il y a de la danse aussi, il y a un rythme, il y a de la musique et il y a des histoires. Il y a un aspect littéraire aussi. Le cœur d'un film, c'est une histoire qu'on raconte. Et c'est un outil extraordinaire en fait. Moi je le vois vraiment comme ça, comme quelque chose qui a la capacité de toucher les gens profondément, de les mettre même dans un état de transe et de leur faire ressentir des émotions fortes. Et lorsque les gens ressentent des émotions, leur esprit est ouvert. Et on peut transmettre des informations, raconter des histoires qui vont toucher les gens. Et donc c'est ce qui m'a toujours plu, je pense, dans ce média. C'est cette capacité de transmettre, de toucher les gens et d'inspirer, qui est, que je considère être vraiment comme une forme d'art total. C'est-à-dire, il y a la musique, il y a l'image, le graphisme, le son, l'histoire. Il y a tellement de dimensions artistiques dedans, c'est très riche. Mais tu es un produit du FIFO aussi. Est-ce que tu peux juste expliquer aux autres comment ça s'est passé? Il y a 10 ans, il y a exactement 10 ans, donc en 2013, j'ai assisté au FIFO. J'ai fait un atelier de réalisation. C'était une matinée, ou c'était peut-être dans l'après-midi, avec Jeff Benhamza. Et j'ai touché une caméra pour la première fois. Et donc ça a été un vrai déclic pour moi à ce moment-là. Et en fait, à la suite de ça, j'ai décidé de m'orienter dans l'audiovisuel. Et
c'est ce que j'ai fait ces 10 dernières années, entre autres. Et tout ça, je le dois vraiment à ces expériences que j'ai pu vivre au FIFO. Que ce soit à travers les ateliers et l'aspect technique de faire un film, mais aussi et surtout dans la rencontre des gens d'ailleurs, du Pacifique, qui m'ont beaucoup inspiré et m'ont montré à quel point nos histoires avaient de la valeur, en fait. Enfin, le Pacifique, nos îles, notre océan était une très grande richesse en contenu. Et donc voilà, ça aussi, c'était une grande révélation pour moi de découvrir vraiment la valeur et le potentiel de ce territoire et des gens qui y habitent. D'accord. Kahou, tu t'es tourné vers l'audiovisuel, réalisateur, acteur. Ça t'a pris comment et est-ce que tu pourrais nous faire partager ton expérience? Faut savoir que pendant peut-être 6 ans, 7 ans de ma vie, j'étais danseur dans un groupe qui s'appelle Kakaya. Et pendant longtemps, en fait, je me suis dit qu'en tant que danseur, c'est un peu difficile de gagner sa vie. Quand tu es devant la caméra, c'est très difficile de gagner sa vie. Il n'y a pas beaucoup de débouchés ici en Polynésie française. Du coup, j'ai décidé de quitter la Polynésie française pour aller en Nouvelle-Zélande pour étudier le métier d'acteur. Et j'ai réalisé qu'en fait, que nous, les Polynésiens, et que nous, les Marquisiens, on a tout ce contenu spirituel, émotionnel en nous qu'on peut débloquer pour l'audiovisuel. Et par exemple, je parle de point de vue d'acteur. Dans l'école d'acteur, par exemple, on fait des exercices où on essaie vraiment de se connecter à nos émotions, à notre corps, à notre esprit. Et j'ai trouvé ça facile de vraiment toucher l'aspect de l'humanité et l'aspect indigène de l'humanité aussi chez les Marquisiens. Parce que chez nous, je pense que j'ai eu de la chance de grandir près des éléments naturels. L'eau, la terre, le feu, et tous ces éléments-là, en fait, ils peuvent comment on dit en anglais, tu peux te connecter en fait à ces éléments et ils font partie de toi. En fait, le jeu de comédie, c'est pas forcément jouer un personnage, c'est mettre en avant une partie de toi qui existe déjà. C'est vraiment aller chercher l'authenticité. Et c'est un peu ça c'est quelque chose que, comment je veux dire en français, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de gratitude envers ce cadeau que nos ancêtres nous ont donné et que j'utilise tous les jours. Après, pour la réalisation, bon, on va dire que je suis la conséquence de l'effet boule de neige de Patoutiki. Donc, Patoutiki, c'était, je pense, pour moi, Patoutiki, c'était vraiment une voix, une grande voix pour le Marquisien lui-même, pour pouvoir vraiment s'exprimer. Et pour être honnête, avant Patoutiki, j'étais là, je ne pensais pas que j'avais les compétences ou j'avais le pouvoir de m'exprimer de cette façon à travers l'audiovisuel. Et grâce à Patoutiki et spécialement ce qu'ils ont fait dans toutes les îles, j'ai réalisé qu'en fait, que chez nous, aux Marquises, on a beaucoup de talent. Je pense que il y a beaucoup de personnages chez nous, de grands personnages, et qu'il y a beaucoup à faire au niveau audiovisuel, devant la caméra comme derrière la caméra. Et aujourd'hui, avec la fiction, c'est quelque chose qui est complètement différent du documentaire. C'est quelque chose qu'on peut le faire. Même en dehors du milieu documentaire, c'est quelque chose qu'on peut le faire parce que chez nous, on a la capacité de le faire et on a tout ce qu'il faut juste des formations en fait. Et je pense qu'avec ce que Patoutiki a fait avec Moturaka, je pense que ça va créer de l'engouement en fait, chez les jeunes, surtout chez les jeunes. Parce qu'un jour peut-être, ils vont vouloir être acteurs, réalisateurs ou faire des documentaires et je pense que c'est bien pour eux qu'ils le fassent parce que chez nous, aux Marquises, il y a un grand trésor audiovisuel et je pense qu'il faut former nos Marquisiens à le faire et à raconter leur propre histoire. C'est ça le plus important. Merci. Oui, je voulais simplement rebondir
C'est vrai qu'on on a un message à faire passer, que ce soit à travers le film ou à travers d'autres projets ou d'autres médias. Simplement convaincre les gens que nous avons un potentiel. Et d'ailleurs, il y a un très très grand dessinateur samoan en fait, qui est très prisé dans toutes les productions et qui a fait Avatar, parce qu'en fait, on lui demande de rendre sensible ce que les Occidentaux n'arrivent pas à rendre sensible dans la bande dessinée. Et il est payé, il vit en Nouvelle-Zélande, et j'ai oublié son nom, mais il est très 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 connu. Jacob, voilà. Lui, cette sensibilité qu'il a, les grands producteurs recherchent en fait. Et c'est effectivement ce que Kaha disait, nous on a ce potentiel qui font on a énormément de qualité et on est assez à l'aise quand même devant les caméras. Bon, après il y a une timidité, mais ça se maîtrise, voilà. Je vais laisser... Oui, vas-y. Je voulais juste rajouter justement à ce que tu disais et à ce que Kahou disait. On en parlait off, juste avant. Quand est-ce qu'on crée une école de cinéma ici? Quand est-ce qu'on crée une école où les gens peuvent être à la fois acteurs, réalisateurs? Ça existe en Nouvelle-Zélande. Ma fille aînée, elle a été obligée d'aller en Nouvelle-Zélande pour se former. Et donc, il est temps peut-être, parce qu'on a plein de talents, comme disait Kahou, et que s'ils sont obligés d'aller ailleurs pour se former, c'est quand même dommage. Alors j'appelle le FIFO pour dire, le FIFO pourrait aussi se développer et mettre une école de cinéma. Voilà. Merci, c'est le message qui est passé. Oui, j'aimerais interroger Pascal. Pascal a énormément de connaissances, énormément d'expérience et tout. Donc, il avait parlé d'un film dans lequel il était en tant que personnage principal avec son frère, Marquisien, mon frère, qui a eu le prix du public aussi. Hein, donc, ça a enthousiasmé et les Marquisiens et les gens d'ici. Voilà, il y a donc, voilà, je voulais qu'il nous fasse partager l'expérience du film, du tournage et tout, et les sentiments en tant que personnage. Et ensuite, s'il pouvait continuer avec la coproduction qui a eu le prix du jury aussi aujourd'hui, parce qu'il y a quand même tout un contexte que les gens ne connaissent pas et que ça serait intéressant de faire partager. Alors, c'est un film qui est né de mon activité de fixeur. Donc je rencontre des réalisateurs, on part sur le terrain, et parmi ces réalisateurs, il y en a un, il s'appelle Jacques Navarro. Alors on le connaît bien ici, bien évidemment. Hein. Et Jacques me fait une demande, il me dit, écoute, j'ai besoin de trouver 4 jeunes marquisiens pour un projet voilà, sur ces jeunes marquisiens. Et donc je lui propose 4 noms, et l'histoire qui va avec, bien sûr. À chaque fois, j'écris l'histoire. Et dans ces 4, il y a mon petit frère qui est un commandant de navire qui a le mal de mer. Voilà, c'est comme ça. Il a depuis tout petit, il a le mal de mer rien qu'en voyant un bateau. C'est même pas en montant dessus. Bref, et bien, il est devenu voilà, commandant de navire. Alors, il l'a plus, ce mal de mer, bien évidemment. Maintenant, c'est fini. Et point. 4 ans plus tard, on se revoit avec Jacques à Los Angeles. Vraiment, mais pareil, par hasard. Il n'y a pas de hasard, vraiment. Et il me dit, et donc dans notre échange, je lui dis, bah, t'en es où voilà, du projet avec les 4 jeunes marquisiens? Il dit, j'arrivais pas à connecter les histoires. Bon, ok, très bien. Et puis, de fil en aiguille, il vient à m'arracher une petite part de mon histoire à moi, ce qui n'est pas facile. Et ça lui plaît beaucoup. Et point. 2 mois plus tard, il me dit, tiens, je t'envoie un scénario, regarde ça un petit peu, et dis-moi ce que tu en penses. Évidemment, je le lis, je me vois dedans, bien sûr, et je lui dis non, moi je suis pas acteur, je veux pas, enfin voilà. Et puis avec mon petit frère, avec la famille, on a beaucoup échangé,
Et donc, de fil en aiguille, on dit, ben oui, ça fera une part de notre histoire. Hein. Et donc, j'ai accepté. Voilà. Alors, quel effet ça fait? Quand je suis arrivé, je venais de Métropole le soir de la remise des prix. Mais je ne m'inquiète pas du tout de la remise des prix, puisque je sais pertinemment que je vais arriver après. Mais donc, je ne suis même pas dans ce mood-là, et j'y pense pas vraiment. Sauf que j'arrive à l'aéroport, et en arrivant à l'aéroport, il y a plein de gens qui me voient, et me disent « Ah, mais c'est lui !» Et alors, moi, je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, il y a des gens qui viennent, qui me couronnent, et je dis « Mais c'est pourquoi ?»« Mais t'as gagné !» J'ai gagné quoi? Le FIFO. Je dis « Ah, je sais pas, voilà, mais je vais appeler Monsieur Jacques. Hein, donc, je prends tout de suite mon téléphone, j'appelle Jacques. Je dis, bravo Monsieur Jacques, il paraît que vous avez gagné. Hein, et voilà, l'histoire a été lancée. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a provoqué que pour faire mes courses à Carrefour, qui prenaient déjà 30 minutes avant, ça prenait 3 heures. Hein, pour aller au marché, c'était la même chose, ça prenait 3 heures, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Hein. J'ai accepté de faire le film sur une phrase de Jacques. En tant que réalisateur, voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, Pascal, je ne fais pas des films contre les gens. Ça m'a plus l'appui de ma famille, ça m'a permis de partir devant cette caméra, où je suis plus, la plupart du temps, derrière en tant que fixeur. Voilà. Et puis, la rencontre avec Reynald, à chaque fois, c'est des histoires de rencontres, bien sûr. La rencontre avec Reynald, il vient pour l'émission des Racines et des Ailes aux Marquises. Et donc, je prépare un programme. Et puis, on s'éclate dans ce programme. On s'éclate tellement qu'il y a une amitié qui naît. De nos échanges vient l'idée de faire quelque chose, un film, sur, en tout cas moi ça me tenait à cœur, l'histoire de nos parents, de nos grands-parents qui un jour se sont levés hein, pour rappeler que les Marquises ont une culture hein, et que ça serait bien de la revaloriser, la remettre sur pied, hein, ne pas l'oublier. Et donc c'est comme ça que Moturaka est né. Tout simplement. Voilà. Et on est très content, bien évidemment, de ce prix. Ouais. Donc, dans ma vie du FIFO, j'existe à travers 2 réalisateurs extraordinaires qui sont Jacques Navarro et Reynald Mérienne. Et je les remercie 100 000 fois. Voilà. Tu deviens immortel puisque les films peuvent peuvent durer dans le temps. Voilà, vive le numérique. Hein. Déborah, certainement tu as été aussi devant la caméra et donc voilà plusieurs fois puisque tu es connue aux Marquises, tu parles des activités qui s'y passent, de la culture et tout, en tout cas de plein de choses que tu vas nous dire. Voilà. Oui. Moi, je voudrais parler aussi d'un film, pareil, sur Lucien, Un homme de la terre des hommes, qui, je pense, a beaucoup inspiré nos jeunes. Caro me disait l'autre jour, la jeunesse a besoin d'un héros, et je pense que Ro'o a rempli aussi ce rôle-là. Et c'était bien qu'on l'illustre par les images pour qu'il y ait une mémoire. Et donc... c'est quand même en plus fantastique parce que chaque fois qu'il y a eu des films marquisiens, ils ont remporté le prix du public. Ça veut dire que le public aussi polynésien est en attente de ce genre de film, c'est-à-dire qui raconte une histoire, qui raconte nos histoires, qui raconte la vie dans les archipels, mais aussi à Tahiti, hein, mais dans les archipels, parce que c'est vrai que quand on vit ici dans le monde moderne, on ne sait pas trop ce qui se passe dans nos îles. Et finalement, c'est un peu comme l'Océanie. La Polynésie, elle est grande, avec toute cette diversité et cette diversité culturelle. Et donc, voilà, le FIFO a contribué aussi à faire connaître toute cette diversité culturelle. Bien sûr, bien sûr.
Alors j'ai fait un peu comme Pascal aussi, hein, c'est-à-dire qu'on commence à être des référents fixeurs parce que des fois ils vont chez lui et puis des fois ils viennent chez moi, les journalistes ou ceux qui réalisent des films. Bon, maintenant c'est bien parce qu'on a Heretou aussi qui est dans la réalisation, donc il est contacté. Mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a des films qui se passent aux Marquises ou qui se déroulent aux Marquises, eh ben, on nous appelle en nous disant est-ce que vous pouvez organiser tel déplacement? Est-ce que voilà, on sert un peu de fixeur aussi de par notre expérience et de par nos contacts avec les gens. Je dis, Motoraka aussi a mis en avant l'importance du Matava'a, l'importance de transmettre et surtout ce message qu'on a envoyé à la jeunesse pour dire, ben, voilà, on a tenu jusque-là, maintenant on vous passe le bâton, on veut transmettre, on veut que ce soit vous qui repreniez ce bâton. Et Heretou est vraiment l'illustrateur de celui qui va relever le défi de la jeunesse, puisque c'est déjà le président de notre prochain Matava'a en décembre. Et nous sommes donc très fiers et surtout très contents parce que ça faisait longtemps qu'on voulait passer le bâton. Je dis on, je parle de Poya, Haïti, de plusieurs personnes qui sont aussi dans la culture qu'on n'a pas vue dans le film, mais qui ont aussi leur action et qui voulaient transmettre depuis longtemps. Et donc on est encore doublement heureux, non seulement parce que ce film a remporté le prix du public, mais parce que derrière, la jeunesse prend la relève. Voilà. Merci Déborah. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Ou restez bouche bée? Canel. Kalhanoi, j'aurais une question. Qu'est-ce que vous pensez que les films marquisiens ont comme impact en Polynésie française et éventuellement à l'international? Très bonne question. Les Marquises, son nom d'origine, Heno Enan, et ça veut dire terre, homme, mais homme avec un grand H, humain. Et il y a une composante très forte dans la culture marquisienne, universelle en fait. Enfin, je trouve qu'il y a, par plein d'aspects culturels, on voit une expression auquel chaque individu peut s'identifier, je pense, dans cet aspect universel. Et je pense que c'est peut-être la force des films marquisiens, c'est que après c'est le propre aussi de tous les films qu'on voit aussi sur le Pacifique, hein. C'est comment dire, des histoires qui sont similaires mais qui touchent les gens. Et puis je pense aussi qu'il y a une originalité dans le sens où on n'a pas le même rayonnement que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, et donc du coup c'est une curiosité pour les gens. Ce sont des histoires qui changent de l'ordinaire, je pense. En fait, pour moi, pour être honnête, la culture marquisienne a toujours fait partie de la culture humaine mondiale. Parce que je me souviens à l'université, j'avais fait des recherches sur le tatouage et comment la culture marquisienne, en fait, discrètement se faufile dans les cultures des autres. Et par exemple, dans le tatouage, il y a beaucoup de stars hollywoodiennes qui ont des tatouages marquisiens. Et il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ont des symboles du patutiki marquisien. Et je pense que la culture marquisienne en elle-même, sans les hommes, elle sait elle-même promouvoir. Je pense que c'est ça, c'est ce que j'ai compris aussi en fait. En fait, moi en tant qu'humain, je suis venu et je pense que la culture en elle-même, c'est peut-être les esprits, c'est peut-être les ancêtres, c'est peut-être les ancêtres bien avant nos ancêtres qui ont fait un grand travail. Mais quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, j'ai senti que la culture marquisienne, elle s'est promouvoir elle-même, sans les hommes. Et d'une manière spirituelle, quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, je me sentais déjà chez moi. Et je me disais en fait qu'en tant que marquisien, je viens pas seulement des marquises. Je suis une extension des marquises. Et peu importe ce que les marquisiens ont fait dans le passé, les traces des marquisiens sont devenues l'extension des marquises. Je pense que les marquisiens, ils font partie d'une grande histoire de navigation. Et j'ai ce sentiment-là, en fait, que ce qui fait l'originalité des marquisiens.
comme bien d'autres archipels. Hein. Après les Marquisiens, c'est le terme pour les gens qui deviennent des marquises, mais je pense que les Marquisiens, comme bien les autres archipels, c'était le même peuple. Et c'est ce qui fait aussi notre force. Mais pour moi, c'est ça qui fait que les Marquises aujourd'hui, on est là où on est, cette nouvelle génération, notamment pour moi, c'est que nos ancêtres bien avant, ils ont fait un travail très profond et que ce travail-là, il y a des traces. Et des traces, c'est à nous, là, cette jeunesse, de trouver ces traces et de s'identifier à travers ces traces-là. Merci, oui. Il y a d'autres questions? Oui. Kawanou. Oui. Alors, j'ai une question qui reprend un peu, pour rebondir sur ce que Déborah disait sur le problème de la transmission. On a la chance ici d'avoir deux générations qui se côtoient. Donc, ma question se pose à la jeune génération. Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont apporter par rapport à ce qu'on leur vient de leur donner, la génération précédente leur a donné? Qu'est-ce qu'eux vont apporter dans les années à venir à la culture marquisienne? Quel est votre objectif, disons, quelle est votre vision de la culture marquisienne à l'avenir? En fait, pour moi, personnellement, comme j'ai dit à Déborah, en fait, c'est l'avenir, c'est de faire des histoires qui parlent des héros polynésiens. Je pense que les Polynésiens, cette jeunesse, ils ont besoin de héros, de gens qui ont vraiment travaillé pour cette culture, que peu importe d'où ils viennent, il y a toujours des gens qui sont toujours vivants, et c'est des héros en fait. Et que cette nouvelle génération, on a besoin de héros. Parce que moi, au fin fond de ma montagne, j'ai vu Brad Pitt, j'ai vu tous ces acteurs-là, et c'était mes héros à ce temps-là. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeunesse polynésienne, on doit mettre en avant nos héros et leur donner une voix, parce que c'est une voix polynésienne. Et il faut faire des histoires sur nos héros par des gens de chez nous. Parce que c'est notre devoir, en fait, en tant que jeunesse, de donner à une nouvelle génération une identité qui va perdurer et des leaders, en fait. Je pense que l'objectif avec ce que je fais et ce qu'on fait, c'est se créer du leadership. C'est que des gens ils se prennent en main, en fait. C'est que la jeunesse, les artistes, ils se prennent en main pour prendre en main cette culture, que ce soit marquisienne, tous les autres archipels, il faut qu'ils se prennent en main, en fait. C'est un peu ça, la vision que j'ai. Reto, tu as... J'aime beaucoup ce que Karou dit. Ce que je vois, c'est... Enfin, en fait, je me pose même pas cette question sur qu'est-ce que nous on va apporter, parce que on disparaît, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais notre ego doit se dissoudre dans cette continuité pour être serviteur de cette culture, de cette tradition, parce qu'on est tous des fibres dans une longue tresse qui a commencé à la création du monde et où chaque génération a continué à rajouter ses fibres et à tresser. Et notre rôle, c'est juste de se connecter à cette continuité qui nous a été transmise à travers notre généalogie. Ça va? Je vous demande d'applaudir parce que là, c'est vraiment... Ça a répondu à ta question? Oui, ça a répondu sur le fond, mais je veux dire sur la forme, quelles sont par rapport au monde moderne, les techniques, la façon de travailler, la façon de transmettre le message. Il y a de nouvelles techniques qui apparaissent, des nouveaux moyens de diffusion, et donc c'est en ce sens aussi que j'aimerais avoir leur avis. C'est vrai, comme tu dis, il y a des nouveaux outils. Après, moi, ce que je trouve important, c'est l'approche qu'avaient nos ancêtres. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris en lisant notamment un livre qui a été écrit par une anthropologue qui s'appelle Willowdene Handy, qui est venue en 1921 aux Marquises. Elle parle du travail créatif chez les Marquisiens à cette époque. Et elle décrit le processus. Et ce processus est extraordinaire et il n'est pas rattaché à une époque. Il peut s'appliquer. En fait, c'est important pour nous qu'on vraiment
Enfin, c'est vrai que tu poses une question sur la forme, mais au final, la forme, il y a plein d'outils à notre disposition, et le plus important, c'est le fond. Et une fois qu'on maîtrise ces outils de création, eh ben, avec tous les outils extraordinaires, modernes qui nous sont donnés, ben, on pourra faire des choses magnifiques qui seront dans la continuité de cette créativité culturelle marquisienne. Je rebondis simplement, oui, Reto parle de forme, mais ce qui est important, c'est le fond. Même si les marquises sont éloignées, en fait, Patutique a été réalisé aux marquises, parlé en marquisien, avec des marquisiens. Donc tout le matériel a été réalisé là-bas, tout le film, sauf effectivement tout ce qui est animation qui a été produit ici. Donc ils sont très au fait de tout ce qui est technologie. Très, très au fait. Ouais. Je peux rajouter quelque chose. Je pense que sur les aspects techniques, c'est vraiment important en fait qu'il y ait des formations ici. Parce que la plupart du temps, moi je comprends, c'est que nous, les Polynésiens, on n'a pas les compétences pour utiliser ces techniques-là. Pour être honnête, c'est que la plupart du temps, ben, on est souvent acteur ou souvent on fait partie du contenu créatif, mais on ne fait pas forcément partie du milieu technique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici qui savent utiliser des caméras. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent utiliser des logiciels. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le milieu de l'industrie du documentaire, tout comme le film. Je pense que les Polynésiens, ils ont besoin de savoir ce milieu-là. Il ne faut pas que ça soit juste pour une élite. Je pense que les Polynésiens, surtout les jeunes, ils doivent savoir ces techniques-là parce que c'est eux qui doivent dire leur propre histoire. Et c'est eux qui doivent bénéficier de leur histoire et tout ce qu'ils doivent apporter, c'est eux qui doivent garder de l'argent sur ça en fait, tout simplement. Et il faut qu'ils comprennent ça parce que aujourd'hui les métiers que je vois et les jeunes ils vont, c'est des métiers traditionnels et c'est difficile. Et aujourd'hui avec les techniques qu'on peut aujourd'hui, je pense que les jeunes il peut être carrément les caméramans du futur, il peut être des réalisateurs du futur, il peut faire ces choses-là. Il peut être les producteurs du futur. Je pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs polynésiens locaux ici, et ça c'est important. Je pense qu'il faut avoir des producteurs ici. Et en tant que devoir, je pense que ceux qui savent ces compétences-là, ils doivent enseigner ce savoir. Parce que l'histoire, ça appartient aux Polynésiens. Et il faut que ce soit les Polynésiens qui racontent leur propre histoire. Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est une histoire de vérité et il faut que ça soit honnête. Et c'est comme ça, en fait, que nous, en tant qu'êtres humains, peu importe la race, on soit vers cette quête de vérité et d'honnêteté. Et c'est ça le plus important dans l'art, pour moi. Pascal, est-ce que tu partages Qu'est-ce que tu as à dire? Moi, j'ai compris dans la question qu'elle était intergénérationnelle, cette question, et qu'elle s'adressait aux plus jeunes. Voilà. Donc, c'est très bien qu'ils se sont remarquablement bien exprimés. Et je suis tout à fait d'accord. Je rejoins Heretu, hein, la forme, le fond, c'est ce qu'il y a de plus important, bien évidemment. Et par la suite, on arrivera toujours à accéder à de la technologie. Ça, c'est dans le cours des choses. Mais le fond, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important aussi. Mais ce que relève Kaou est important puisque ça fait quand même des années, 20 ans que le FIFO existe et qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup de difficultés chez nous, en tout cas par rapport à nos cousins. Voilà. Et donc il y a peut-être une prise de conscience à prendre au niveau des décisionnaires. Je voudrais poser une question à Déborah. C'est indiscret de connaître quand même le cursus de ta fille. Qu'est-ce qui l'a amené, voilà, puisqu'elle est dans l'audiovisuel. Alors elle est dans l'audiovisuel et d'ailleurs quand elle a choisi au début de faire ça, j'ai vraiment beaucoup aimé sa réponse. Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux faire de l'audiovisuel? Puisqu'elle était à l'ICEP. Il y a quand même une école qui forme un peu, on va dire, au journalisme. Et elle m'a dit, je ne veux pas être journaliste parce que les journalistes, ils disent que des mauvaises nouvelles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été très médiatisé. Et quand il est parti, il me manquait beaucoup. Et donc, comme il me manquait, eh ben, je pouvais regarder les films qui avaient été faits sur lui
et écouter sa voix et le voir. Et donc pour moi, il vivait toujours. Et si j'ai choisi ça, c'est parce que je veux donner la chance à d'autres de pouvoir aussi voir leur famille, de pouvoir voir leurs amis, leurs frères dans un film. Et c'est pour ça que je choisis ça. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Et bon, aujourd'hui, donc, elle est partie en Nouvelle-Zélande. Quand elle est revenue, elle a monté sa société de production. Et comme disait Karou, c'est très difficile. Parce qu'en fait, tu as une société de production. Donc, ils étaient appelés soit pour être fixeurs, soit pour être monteurs, soit pour être dans différents domaines. Et puis, ils font un film. Par exemple, ils ont joué sur le film de Kassovitz. Enfin, elle était fixeuse sur le film de Kassovitz à Anna. Ils ont travaillé pendant 4 mois. Donc là, ils gagnent beaucoup d'argent. Puis après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que pendant 5 mois, 6 mois, il faut vivre sur ses réserves. Donc, à un moment, elle a dit, il faut que je trouve une solution. Elle a été prestataire pour Polynésie Première. Et puis, dès qu'il y a eu un poste qui s'est libéré, elle a pu rentrer à Polynésie Première. Et elle est monteuse. Donc, elle monte le JT. Donc, si vous voyez Kimi Tété, eh ben, c'est ma fille. Voilà. Mais elle est quand même restée dans le monde de l'audiovisuel. Mais je pense qu'elle aurait aimé comme Karou et Heretu, faire un film parce qu'elle avait déjà une idée de film qu'elle n'a toujours pas fait. Parce que quand on a un contrat avec RFO, Polynésie Première, on peut pas. Parce que c'est le contrat qui le veut. Donc peut-être qu'un jour, elle pourra faire son film. Merci Déborah pour ce témoignage. On va s'arrêter là puisque voilà, c'est l'heure. Et allez, une dernière question. Ouais, mais d'abord, bravo pour le film. Je sors de projection, c'était vraiment très très beau. Vous parlez du fond, mais au niveau de la forme, c'était très réussi aussi. Et ça m'amène à cette question. À quand le grand long métrage de fiction marquisien? Tu veux répondre? Il y a des histoires extraordinaires à mettre en image. Après, je pense qu'il faut prendre le temps d'évoluer. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est quelque chose qui est très complexe, la fiction, et surtout en long métrage. Et puis, comme dit Karou, il faut que ce soit les Marquisiens qui racontent leur histoire. Et donc, du coup, il faut former les gens. Et il faut que le niveau monte petit à petit pour qu'on arrive à pouvoir produire ça aux Marquises, par des Marquisiens directement. Je trouve que ça, c'est très important. Mais je pense qu'il faut du temps. Le documentaire, c'est un très bon début dans l'audiovisuel. Et ce que j'aime bien aussi dans l'aspect documentaire, c'est on a l'occasion d'expérimenter les histoires du réel et la réalité. La vie est le meilleur des scénaristes. Il y a des histoires extraordinaires et il faut se nourrir de ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'aimerais rester dans le documentaire personnellement un moment pour me nourrir des histoires du réel et pour après être encore plus compétent dans la capacité d'adapter quelque chose qui va être de la fiction. Et je pense que c'est un développement qui est important pour pouvoir faire des films pertinents, réalistes, parce que après bon, là ça c'est vraiment par rapport à ma vision. Je vois qu'il y a des histoires vraies sur les Marquises qui seraient extraordinaires à mettre en image, mais je pense que c'est le cas aussi pour des histoires écrites ou créées. Au plus on se rapproche du réel, au plus le public va s'identifier et la connexion va être grande. Je pense que c'est important. Je vais rajouter quelque chose. Je pense pour le long métrage, il faut savoir que faire un long métrage, c'est comme construire une maison. Tu vois, c'est du real estate. Un long métrage, c'est un produit. Et je pense que pour que nous on atteigne ce niveau pour faire un long métrage, il faut des opportunités ici pour faire des courts-métrages. Parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup de courts-métrages de fiction. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça fait 4 ans que je suis en Nouvelle-Zélande, je ne comprends pas pourquoi. Mais en fait, il faut apprendre aux Polynésiens à s'habituer à faire du contenu fiction. Et pour apprendre à faire un long-métrage, il faut faire du court-métrage. Et pour faire du court-métrage, il faut un festival de fiction. Et ici, il y a beaucoup de documentaires. Ce que je comprends, c'est qu'il y a un très, très beau art. Mais pour le long-métrage fiction, il faut qu'il y ait aussi de l'engouement sur la fiction ici.
Après, il y a Cannes. C'est un grand festival de fiction. Mais après, on n'a pas le niveau d'aller à Cannes aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on a encore le niveau d'aller à Cannes. Il y a des tueurs là-bas, il y a des réalisateurs, et ils font ça pendant 30, 40 ans, génération après génération. C'est des tueurs. Tandis qu'ici, il faut former des tueurs. Pour former ça, il faut faire des ateliers, une école pour faire des courts-métrages. Et pas seulement des Marquisiens, parce qu'il y a des tueurs aussi ici dans tous les archipels. Donc il faut qu'ils apprennent à aller vers ce milieu de la fiction, former les acteurs. Après, les acteurs formés, c'est pas difficile. Ici, il y a beaucoup de personnages. Pas besoin de les enseigner le jeu d'acteur, ils savent déjà. Enfin, ils savent déjà. Ouais, après, c'est ça en fait. C'est de construire un engouement ici pour la fiction. Parce que je pense que, moi je protège la fiction parce que je viens au FIFA avec une fiction. C'est que la fiction, elle peut parler d'une vérité profonde. Et je pense qu'avec la fiction, c'est difficile à juger. Parce qu'avec la fiction, tu peux cacher la vérité. Tu peux dire la vérité à certaines personnes sans que d'autres personnes sachent. Et c'est une beauté, en fait. Et pour atteindre ce niveau artistique, c'est beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail personnel et culturel. Et c'est beaucoup aussi de travail au niveau du service public. Il faut qu'ils mettent en place des choses comme ça aussi. Merci, Kaha. Donc on remercie nos invités d'être présents et ensuite d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est l'heure. Il y a encore du temps pour quelques questions. Ah. Alors bonjour, moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez que l'usage de la langue marquisienne dans les remixes tahitiens par exemple, est-ce que c'est une manière de valoriser justement votre culture ou au contraire la dévaloriser? Et tout. Je pense en fait que personnellement, il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font, il y a des choses où je suis d'accord. Dans le fond, je suis d'accord parce qu'ils veulent se promouvoir. En fait, là où je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de modèle. C'est que chez nous, on n'a pas de modèle. Il n'y a pas cet artiste où tout le monde veut copier. Il n'y a pas cet artiste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu parti dans l'international et les buts de la jeunesse aujourd'hui, il est un peu flou en fait. C'est aujourd'hui, quand tu es jeune, qu'est-ce que tu fais? Tu veux être connu. Tu veux que tout le monde parle de toi. Et quand tu es marquisien, tu veux qu'on parle de toi. Mais en fait, en tant que marquisien, c'est vrai, il faut qu'on parle de toi, mais il faut y ait un but. Et c'est quoi le but? C'est d'atteindre cette finesse artistique. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui veulent aller vers cette finesse artistique. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que quand j'ai dit à Déborah, on a besoin de héros, on a besoin de quelqu'un qui va chercher cette finesse artistique. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays dans le monde et des gens qui consacrent toute leur vie pour atteindre cette finesse artistique. Et ici, chez nous, aux Marquises, il y a peu de gens en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quoi notre but? C'est de se faire connaître, avoir des vues sur TikTok, Instagram. Et je pense que je ne suis pas d'accord, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle s'exprime comme elle peut. Mais on a besoin de modèles, on a besoin de gens enfin, s'il y a des gens, c'est ça le truc, s'il y a des gens qui veulent consacrer leur vie pour cette finesse artistique, et c'est pour moi, honnêtement, de mon point de vue, pour finir, c'est... Il y a une motivation derrière cette jeunesse, mais cette jeunesse-là, ils ont besoin de guides. Ils ont besoin de guides parce que c'est un gros potentiel. Parce qu'aujourd'hui, pour écouter du Pokessi partout et voir tous les jeunes Tahitiens danser sur du Pokessi, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et après, il faut des gens pour savoir guider ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là, ils ont des potentiels immenses. Immenses. Je voudrais dire aussi que, bon, après, c'est un phénomène de mode. On entend beaucoup sur la radio aujourd'hui des chants marquisiens. On voit dans les hôtels des groupes de danse marquisiens. Ici, je parle d'ici. À l'aéroport, c'est encore des groupes marquisiens. Il y a ce phénomène de mode. Avant, par exemple, au ukulélé, on entendait beaucoup les paumotu. De ma génération, c'était plutôt les paumotu. On entendait le tahiti paumotu. Aujourd'hui, c'est les marquises qui sont, on va dire, en termes de musique, à l'honneur, parce qu'il y a du rythme, parce que voilà, pour plein de raisons. Alors c'est vrai que je suis comme Caro, j'aime pas qu'on mélange, c'est pas génial, mais on le fait aussi en anglais, en français. Il y a des gens qui chantent en anglais et puis après ils font en français ou en anglais tahitien. Donc voilà, c'est vraiment un phénomène de mode, plus qu'autre chose. Et tout le musicien, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas de jugement là-dessus. Je pense que, je trouve ça carrément intéressant tous ces avis. Et je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord avec ce que Kahou dit. C'est ça. Il y a
il faut des valeurs et des objectifs. Mais après, je pense que c'est une marque de succès des Marquises, de se dire que ces musiques-là sont populaires, que les gens écoutent ça. Donc, puis ça permet de valoriser aussi la langue, ou ça peut créer un déclic aussi chez des gens, peut-être un sentiment d'appartenance culturelle. Je sais pas, parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais j'imagine que ça doit apporter beaucoup de choses à des jeunes personnes, et ça c'est important. Je pense qu'il faut se démarquer par le signifiant sonore de la langue, le réo. Ce que j'ai adoré dans Patoutiki, je suis un passionné du FIFO, c'est la langue marquisienne qui est un chant. Et même si on ne comprend pas, on s'en fout, c'est tellement beau. C'est comme les langues africaines, on ne comprend pas, on s'en fiche, c'est beau, quoi. Et ce qui est bien, c'est la traduction en français, en anglais, en dessous, c'est bien, quoi. À la limite, on pourrait ajouter le tahitien, mais il faut vraiment garder la langue. Le réo, c'est le mana, que ce soit le tahitien ou n'importe quelle langue, il faut absolument être à fond dans la langue. C'est vraiment ça le fond, c'est le signifiant sonore, quoi. Alors, quand on ajoute les tam-tams, c'est bon, quoi, c'est parti. Parce que dans tous les grands pays de vieilles civilisations comme l'Afrique, c'est le tam-tam qui est le messager des dieux, quoi. Et ça, il faut être à fond dans l'authenticité. Surtout pas compliquer le moderne, on s'en fiche. Ça peut être plutôt le théâtre, c'est bien avec la modernisation, mais si on veut montrer de l'authenticité, c'est là qu'on va être apprécié à l'international. Je suis d'accord avec ce que tu dis sur la langue. Je pense que c'est l'élément culturel le plus puissant aussi. C'est l'essence d'une culture, c'est la langue. Il y a dedans toutes les clés de compréhension de cet univers qui vont ensuite s'exprimer par les arts et les différents aspects culturels. Mais il y a une vision du monde aussi unique qui est dans la langue. Et la langue est super importante. Je pense que je vais rejoindre cette histoire de langue parce qu'en fait, c'est difficile. Hein. C'est difficile en fait. C'était très important la langue. C'est difficile. Hein. Je suis sur Nouvelle-Zélande. Il y a des écoles, c'est 100% maori. Ils ne parlent pas français. Il y a des écoles, eux, c'est langue pendant 10 ans. Et après, l'anglais, c'est appris. Après, chez nous, c'est différent. Tu vois, c'est nous, c'est en français, maternelle français, l'hymne français, les mots français. C'est comme ça. Et c'est ça qui est difficile. Aujourd'hui, les parents qu'on a aujourd'hui, c'est une nouvelle génération. On n'a pas la chance d'avoir beaucoup d'anciens. Et c'est un peu dommage. Et aujourd'hui, notre langue, en fait, elle n'est pas assez exploitée, elle n'est pas assez enseignée. C'est pas assez enseigné à l'école. Et je ne parle pas seulement de marquisien, je parle que toutes les dialectes de la Polynésie française. Et il y a beaucoup de langues dedans. Et je ne pense pas que c'est enseigné comme c'est enseigné dans d'autres pays. Et je pense que c'est important de remettre la question sur ça pour cette génération et pour le futur. Il faut se remettre en question sur ça aussi. Oui, pour enchaîner sur la question sur la langue, pourquoi dans les films Motuaka, on entend assez de français et beaucoup moins le marquisien? C'est une question de rôle à l'auteur ou à des acteurs? Oui. Bien évidemment, c'est un choix qui a été vu avec la production, bien évidemment, parce que les chaînes qui l'ont demandé. Il faut savoir que Motuaka a été filmé, en tout cas pour les acteurs principaux, filmé dans les 2 langues. Ça veut dire qu'on a la même interview en français, donc adaptée pour les chaînes qui l'ont demandé, et on a une version en marquisien. On ne sait pas encore ce que l'on va en faire, mais c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'interviews, pardon, pas d'images, d'interviews qui ont été faites aussi en langue marquisienne. Voilà. Oui, c'est-à-dire, pour être franc, c'est une soumission sur eux qui payent, quoi. C'est-à-dire sur une soumission sur... Je ne vais pas rentrer dans ces considérations parce que je suis absolument pas, on n'est pas là, maître de la production. Non, c'est même pas, c'est même pas la question de rentrer dans une polémique ou pas. C'est que je ne peux pas répondre à ça. Okay. C'est ta vision des choses, très bien. Mais
Ça, je ne peux pas répondre à ça. Parce que je ne sais juste pas. Ok. Voilà. On n'est pas là, Michael, pour ça. En fait, on parle des 20 ans après, tout ce qui est financement, coproduction. Non, mais on voit quand même des films où les gens utilisent leur langue parce que sûrement les conditions de production sont différentes. C'est ça, et ça, on peut pas... Don't act. Merci. Oui, merci. Alors, peut-être que vous allez pouvoir répondre à ça, parce que peut-être, vous savez, vous êtes passé par là. Alors, je fais partie des plus jeunes, je fais partie de cette jeunesse marquisienne, et je reconnais la puissance du FIFO, de l'audiovisuel et de ce métier. Je suis convaincu que c'est à développer. Pourquoi? Parce qu'en quelques minutes, on transmet beaucoup plus de messages qu'un spectacle, par exemple, qui dure 1 ou 2 heures. Par contre, on parlait d'histoire, on parlait d'honnêteté. Et c'est vrai que c'est important de raconter son propre histoire avec sincérité et honnêteté. Mais maintenant, la question pour moi, c'est un peu une question personnelle parce que je traverse une phase de ma vie où je me remets beaucoup en question. Et pour pouvoir parler de moi, parler de mon histoire et être honnête en même temps, c'est difficile pour moi si je ne sais pas qui je suis et d'où je viens. Et encore si je ne connais pas beaucoup sur ma propre culture. Du coup, je pense que oui, c'est puissant, c'est fort, c'est un moyen, un média, un canal de transmission fort, mais je me suis rendu compte que ça peut peut-être être dangereux si l'on n'est pas prudent sur ce que l'on raconte, sur ce que l'on transmet et sur ce que l'on veut véhiculer. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour moi aujourd'hui de me confirmer. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tout ce qui a été entrepris depuis par les Marquisiens jusqu'à Patoutiki, j'étais content de vous voir, vous aînés, être confirmés et vous sentir accompli dans un certain sens. Parce que moi, je suis encore en remise en question sur le sens de ma culture. Le sens, c'est les significations de beaucoup de choses. Du coup, je suis arrivé à un constat. Je pense que pour moi, tout est une question de croyance. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que votre croyance, parce qu'on parlait de bâton de transmission, on est peut-être prêt à le prendre, mais la question qui vient terminer, c'est reprendre quoi? Parce que moi, personnellement, je ne sais pas totalement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente ce bâton. Et vous êtes peut-être passé par là, parce que là, aujourd'hui, vous affirmez que c'est ça. C'est comme ça. Ça a été comme ça. Du coup, j'aimerais arriver à votre stade pour enfin pouvoir parler honnêtement à travers tout. Du coup, de quoi est construit, ou comment est-ce que vous avez construit votre croyance, vous aînés qui êtes prêts à transmettre, à passer le bâton? Je crois que, comme tu dis, c'est en chacun de nous. Je pense que chacun de nous, on a une pierre à apporter à l'édifice, sur notre pépé. Chacun amène sa pierre et forme un tout. Et dans toutes les îles, il y a des gens, comme on le montre dans Moturaka, qui se sont levés à un moment pour dire il est temps de se réveiller, il faut faire quelque chose. Et donc, quelle que soit l'île, il y avait des acteurs là, et dans chaque île, il y a des moteurs. Et si toi, tu crois en ce que tu fais, si tu penses que
En tout cas, c'est comme ça que je veux avancer. Et puis s'il y a des gens autour de toi qui te disent on y va tous ensemble. Parce que nous, on ne l'a pas fait tout seul. Hein. Il y a eu plein de gens qu'on ne cite pas dans le film, mais qui ont été là avec nous tout le temps, qui sont encore là, même s'ils ne sont plus là, qui sont avec nous. Et je pense que c'est comme ça, quand tu parles de croyance, oui, je pense d'abord il faut croire en soi. Il faut penser qu'on a la volonté de faire arriver, de faire les choses. Tu sais, moi j'ai commencé en nettoyant les pépés avec Ouki. Parce que j'étais triste, comme je le dis dans le film, de voir que les pépés, les tohua étaient à l'abandon. Et on a fait un petit travail, c'était rien du tout. On était peut-être 5-6, mais tous les samedis, on allait travailler avec Ouki, on allait nettoyer le pépé. Et je pense que c'est des petites actions. C'est comme pour l'environnement, on a chacun une responsabilité dans l'environnement qui nous entoure. Et si toi, à ton niveau, tu fais quelque chose pour ton environnement, tu fais aussi quelque chose pour ta culture. Et je pense que chacun d'entre nous, on a amené notre petite pierre. En tout cas, voilà, c'est ma réponse à ta question. Je vais répondre à la question de Michael. Je pense que c'est une question un peu sensible ici, je comprends. Je pense que, comparé à d'autres pays indigènes, ils font des films entièrement dans leur langage. Et après, c'est une question de but. Après, par exemple, en Nouvelle-Zélande, si tu fais un documentaire entièrement en maori, c'est le but du documentaire. Il faut comprendre aussi que le documentaire, c'est aussi une industrie. C'est quel public tu veux, et c'est aussi une industrie. Donc aujourd'hui, si tu fais un documentaire, il faut le vendre, ok? Il faut le vendre à qui? Et c'est un peu ça le concept du documentaire dans le monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est que dans d'autres pays, ils ont le privilège de vendre ce contenu indigène, avec une langue indigène, à un peuple indigène. C'est ça le privilège que d'autres pays ont. Chez nous, ce n'est pas encore le cas. Et c'est ça qui est difficile. Je sais que c'est une question sensible, mais c'est difficile. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire un documentaire, il y a des producteurs. Il faut le vendre à un public. Mais c'est qui le public? C'est ça la question. C'est pour qui? Et après, d'autres pays, ils ont la chance d'avoir un public qui consomme ce documentaire, qui consomme ce contenu indigène. Et je pense qu'aujourd'hui, notre peuple, on doit consommer notre contenu indigène. Et avant tout, avant de consommer, il faut créer ce contenu indigène. Et je pense pas, c'est ça, ça revient à ça en fait. Ce que Pascal il dit, c'est difficile. C'est très difficile. Parce qu'on en arrive à là, en fait. Et le fond de l'histoire, c'est de promouvoir une culture. Mais sauf qu'il y a beaucoup de gens de chez nous, ils n'ont pas de compétences. Et il y a beaucoup de gens de chez nous, ce n'est pas un public qui consomme ce contenu indigène. Et c'est ça qui est difficile chez nous. Et c'est ça qui est difficile pour nous, de faire ces contenus. C'est difficile, parce qu'on doit aussi gagner notre vie, avant tout. Donc c'est ça, c'est pour répondre à tes questions. Je comprends si, d'un point de vue maori, il est très logique, mais ici c'est différent en fait. C'est ça qui est sensible ici. Et je pense que c'est un travail, c'est pas de notre faute que c'est comme ça. C'est un travail en amont en fait. Merci. Peut-être pour Warren. On va terminer avec une dernière question alors. Alors juste par rapport à la question de Warren également. Tu évoquais la croyance, peut-être j'évoquerai la foi, parce que je pense qu'il y a ça aussi, c'est important, cette notion de foi, en sachant que je pense que la quête, elle n'a pas de fin. J'en suis convaincu, hein, parce que je suis arrivé aux Marquises il y a 25 ans et j'en ai pas du tout fait le tour. Tellement c'est riche, tellement il y a d'histoires, tellement il y a de personnes, et il y a véritablement aucune vérité vraie. Tu évoquais tout à l'heure cette notion de sincérité. Je pense que le principal, c'est que dans ta quête, juste ta foi, c'est ce qu'elle doit revêtir, cette sincérité. Peu importe, ça prendra du temps, mais c'est pas
te dire, de te décourager par rapport au fait que cette quête n'a pas de fin. En tout cas pour moi, je pense que c'est une réalité, mais que c'est voilà, que petit à petit, étape par étape, tu en apprends toujours un peu plus, mais je suis persuadé qu'elle est très loin d'être finie. Voilà. Merci. On va terminer sur ces mots. C'est bien ça? On a fini? Oui, je voulais juste remercier pour les réponses. C'est vrai que ça commence par de petites actions. Merci. Oui, et nous écoutons-nous. Merci à nos invités, merci à vous d'être présents. Voilà.